ça, c'est fou, Fred. Il y a un gars qui s'est retrouvé à l'aéroport. Il a pris l'avion. Il s'est acheté une Samsung Ring, là, un anneau, une bague intelligente. Ouais. Et pendant qu'il était dans l'avion, la bague s'est mise à gonfler. Défaut de la pile. Et là, rappelle-toi, c'est dans ton doigt et ça gonfle. Et donc, il est incapable d'enlever la bague. Et là, tu as des craintes sur l'avion parce qu'on parle d'appareils contenant une pile qui peut s'enflammer. S'il y a du lithium, oui. Fait que tu as le gars qui capote et là, tu comprends que Samsung, ils ont déjà été, tu sais, le scandale des Galaxy Note 7, là. Oui, oui. D'ailleurs, j'étais celle qui avait intenté la poursuite de 25 millions au Canada. Euh, J'ai perdu, mais bon. Tu comprends que depuis, Samsung est un peu frileux aux poursuites liées à des batteries. Fait qu'ils ont payé son billet de retour d'avion, ils ont payé son hôtel, ils ont tout Ils ont dû réclamé. payer pas mal de choses. Ouais, c'est ça. Ils ont récupéré la bague pour savoir ce qui se passe. Mais tu vois, moi, avant de voir cette annonce-là, c'était un produit qui m'intéressait. Je me disais, hey, c'est intéressant comme produit. Nan. Puis là, ouais. Moins sûr. Le fait de savoir que la pile peut te gonfler dans le doigt, puis là, t'es pris avec ça, pris dans le doigt, ça sort plus. Tu sais, si t'es pas dans un avion, c'est pas si pire, tu peux toujours te rendre à la clinique, la faire enlever. Là. Ouais, mais ça reste pareil que t'es pogné avec, là. Ouais. Fait que, faites attention si vous avez des bagues, c'est pas toujours joyeux. Prochaine nouvelle, ça nous vient de jeux vidéo techniques. Android prépare la même chose que Apple fait, vous savez, l'espèce de continuité sur Apple. Donc, pour ceux qui ne sont pas très, très au courant, sur Apple, tu peux commencer un courriel d'un côté, fermer ton iPad, ouvrir ton Mac, puis tu continues ton courriel dans l'autre endroit. Tu vas être rendu au même endroit que tu avais débuté ton courriel. Tu peux faire la même chose dans ton iPhone. Tu peux faire un copier d'une image de texte ou whatever dans ton iPhone. Tu rouvres ton Mac ou ton iPad, tu fais coller. Et là, ton image et ton texte se collent. Tu peux ouvrir un URL d'un bord, le consulter de l'autre. C'est quelque chose, le AirPlay, tout ça, c'est quelque chose qui a été développé depuis assez longtemps du côté d'Apple. Et là, il y a des gens qui ont repéré dans le prochain code de Android 17, qui n'est pas encore en fonction, ce qui va s'appeler le end-of Android, donc l'équivalent d'Apple. Et là, qui va permettre de soit prendre un appel, poursuivre un appel sur sa tablette, son ordi, son Android, faire des copier-coller, avoir des notifications qui apparaissent d'un bar, mais qui sont recopiées de l'autre bar, copier-coller, coller le texte. Et ça posait un gros défi pour Android parce que Android n'a pas de système centralisé qui permettait de prendre les processus dans une application, que ce soit un copier-coller de texte, whatever, puis de le mettre dans un service en arrière-plan. Donc, Android a dû construire toute une infrastructure en background qui va permettre aux développeurs de dire, OK, dans ton application, exemple Facebook, quels sont les processus que tu veux envoyer au serveur end-of Google qui vont permettre à la personne qui a plusieurs appareils de continuer son travail sur d'autres appareils. Et là, ben, si vous avez un compte Google, ben, ça va s'auto-synchroniser sur tous vos équipements. On n'est encore pas rendu à l'étape de pouvoir le tester. J'ai bien hâte de voir à quel point ça va être semblable. Pour ce qui est d'Apple, c'est hyper transparent. Ça se fait tout seul. Tu n'as pas rien à programmer. Ça marche comme une tonne de briques. Je doute que Android va réussir à faire la même chose parce que Si, si j'étais Google, là, avec Android, sais-tu qu'est-ce que je ferais? Je me virerais de bord, j'irais voir Microsoft. Je leur dirais, est-ce qu'on fait un environnement commun entre Android et Microsoft où tout est transparent en se promenant d'un univers à l'autre? ouais. Imagine la volée que Apple recevrait. Ben, tu vois, Microsoft a essayé ça tranquillement, pas vite dans Windows 11. Pour ceux qui ne sont pas très au courant, vous pouvez d'ores et déjà dans Windows 11 installer ce qu'on appelle un Android sous-système pour Windows. Donc, vous Oui, pouvez avoir des applications Android qui vont rouler nativement dans votre Windows 11. Vous pouvez aussi installer ce qu'on appelle le Linux Subsystem pour Windows. Donc, vous pouvez installer une déclinaison Linux entière dans votre Windows et même installer des programmes qui sont 100% Linux, qui ne fonctionnent pas
dans un autre environnement sous Windows. Et là, ils Et vont ça être dans fonctionne et super bien. ça fonctionne comme une tonne de briques. Vous pouvez démarrer Ouais. dans votre menu démarrer. Vous pouvez même le mettre dans la barre des tâches, votre application Linux, et elle va démarrer tout à fait normalement comme si elle était native de Windows. Donc, on voit que Microsoft a tenté cette ouverture-là. Je ne suis pas sûr que ça ramène beaucoup d'argent ou beaucoup d'avantages du côté de Microsoft, mais c'est une belle preuve de concept puisqu'ils sont en déclinaison du côté des OS. Ben, quand on sait que Windows 11, c'est un Linux, en partant. Ouais. Prochaine nouvelle, ça c'est une belle option, Fred, de Google Maps. Je ne sais pas si tu es au courant, mais tu sais, quand tu utilisais Google Maps en vue aérienne, OK? Oui, Puis que là, tu avais toujours un petit carré dans le bas à droite dans lequel tu avais la vue de la rue, la Street View. Puis là, tu cliquais dans Street View, puis là, whoop, tu te retrouvais dans la rue, tu puis là, tu rentrais dans pouvais la rue, oui. pivoter. Mais quand tu revenais en vue aérienne, là, tu n'étais pas placé à la bonne place. Puis là, tu passais 5 minutes à essayer de chercher, OK, je suis aligné dans quel sens, la rue va de quel bord. Semble-t-il que Google a corrigé ça. Et dans la vidéo, on devrait le voir. La vidéo a-t-il démarré? Ouais, je pense que oui. Ouais, elle a démarré. Fait que ça, c'est un exemple de ce que ça va faire. OK. Tu vois, un OK. beau Ouais, plan, tu ouais, ouais. restes à la place où tu étais. Ça, câlisse, il était temps. OK. Il Ben était oui, temps. mettons. Tac. OK, tu gardes la direction, tu gardes tout ça. Wow. Fait que ça, Très c'était cool. spoté dans une mise à jour qui est en cours de déploiement chez les gens. Donc là, vous allez voir apparaître ça tranquillement, pas vite dans votre Google Maps. Pour ceux qui utilisent ça encore, moi j'utilise Plan d'Apple, mais des fois je vais sur Google Maps parce qu'il y a des options qui ne sont pas des deux côtés, là. Donc c'est une belle chose. Si vous voulez plus de détails, allez voir la chronique de fond d'Android. Vous allez avoir un peu plus de détails sur ça. Très cool. Prochaine nouvelle, c'est la presse qui nous apprend ça. Le 6G s'en vient plus vite que prévu. Bon, on est déjà dedans, là. Ben, pas encore. Il n'y a pas de développement de 6G actuellement au Canada, je te Non, non, rassure. il y a pas de. Non, le réseau CG, pas de développement, mais au niveau des routeurs, Oui, mais c'est pas la même actuellement. chose. Non, non, Mais, mais ce que mais je veux dire, c'est que c'est une ouais. technologie similaire, là. Mais Ouais. on Mais est assis bref, dedans. ils sont en train de pencher ça, d'édicter le prochain protocole. Puis là, il y a comme une espèce de course contre la montre. Puis là, pour ceux qui ne savent pas, la 5G était en 3 phases de développement. On vient de terminer la première, puis on entre dans la deuxième phase. La deuxième phase, c'est les fréquences qui sont au-dessus de 2.4 GHz, 2400 MHz, qui commencent à apparaître là, chez vos fournisseurs de téléphonie. Vous voyez des 3500 MHz, des 3600 MHz. On n'est pas encore dans la totale deuxième phase, dans laquelle on va voir apparaître des 5000 MHz, 6000 MHz. Ces fréquences-là ont été distribuées à travers le Canada et les États-Unis dans les fournisseurs. Il y a eu des enchères, les gens ont acheté les fréquences. Ils ne sont pas encore déployés au niveau canadien. Ils sont en cours de déploiement. Puis il y aurait une troisième phase à la 5G dans laquelle on pense développer ce qu'on appelle les fréquences au-delà des 10 GHz, donc de 10 à 20 MHz, GHz, qui va amener une latence encore plus faible qu'actuellement, ces choses-là. Fait que, Mais oui. est-ce qu'on va vraiment se rendre à cette troisième phase-là ou on va passer tout de suite à la 6G? Ben, je pense qu'il va se passer un peu ce qui s'est passé avec les autres technologies, c'est qu'ils vont subsister pendant un bon temps. Tu sais, on a eu de la 2G, 3G, 4G, LTE, ces choses-là. Ben, la 6G va apparaître, la 5G va se tasser d'une case, puis tu sais, tranquillement, pas vite, OK. il va y avoir de plus en plus de technologies. Fait qu'il y a des téléphones qui vont marcher encore très longtemps par Et la 5G. est-ce que dans la 6G, parce que j'ai pas eu le temps de lire là-dessus, est-ce que dans la 6G, on va avoir le même réaction technologique, c'est-à-dire que les ondes vont moins voyager, mais vont être moins persistantes aussi, là? On veut effectivement corriger certaines problématiques en termes de consommation d'énergie qui est assez OK. énergivore. La 5G répond à ce problème-là. Elle est moins énergivore que la LTE, la 4G, Ouais. ces choses-là. La 5G utilise beaucoup le beamforming, c'est-à-dire le calcul des rebonds d'écho sur les bâtiments pour pouvoir bien calculer l'emplacement d'un utilisateur et être efficace. La 6G va aller beaucoup plus loin là-dessus. Puis la 6G veut faire un peu l'équivalent de la Wi-Fi 7e génération, c'est-à-dire qu'on veut utiliser ce qu'on appelle les multiples connexions.
Donc, on OK. veut dans la 6G que ton téléphone soit connecté en permanence à Starlink, à la 6G et peut-être au Wi-Fi. OK. Alors, on OK. veut gérer des multiples connexions et là, on va avoir ce qu'on appelle une priorisation des trafics. Je te donne un exemple théorique. Tout ce qui serait trafic voix va passer satellitaire. Tout ce qui est trafic données mobiles va passer par la 6G, à moins d'avoir du trafic Wi-Fi dans lequel il serait priorisé. Fait qu'il va y avoir une gestion de priorisation. Ça, c'est une chose que je comprends toujours pas chez. Tu sais, TELUS a TELUS Wi-Fi. Ou peu importe, tu vas être où sur la planète, s'il y a un Wi-Fi, ton téléphone est on, t'es local, t'es là, il n'y a pas de charge de données, il n'y a rien. Puis je comprends pas qu'on n'ait pas tous, les fournisseurs ne mettent pas ça en place partout. C'est tellement une sauvegarde d'énergie parce que, écoute, mon téléphone sur TELUS Wi-Fi, là, il consomme à peu près rien. Oui, C'est mais phénoménal. ce genre de ce qu'on appelle du partage neighbor, là, ça implique que toi, tu as une connexion Internet TELUS chez toi à la maison et que dans ton Non, forfait. je Non, suis sur Vidéotron. non, laisse-moi terminer. T'explique. OK. Ça implique que quelqu'un ait une connexion TELUS et que ou un partenaire qui a signé une entente et que cette personne-là partage un accès qui est réservé à la connexion Neighbor. Donc, je te donne un exemple. Mettons, un forfait Vidéotron, j'ai 1 gigabit par seconde. Et là, Ouais. je dis, moi, je vais activer la fonction Neighbor parce que mon fournisseur, il me donne un rabais, whatever. Et là, ça crée un autre réseau Wi-Fi, qui est un réseau Wi-Fi partagé, dans lequel il va y avoir une base de, mettons, 100 mégabits seconde, qui va être allouée expressément pour n'importe qui passera en avant de chez moi avec son téléphone, qui a la fonction et le programme TELUS ou whatever le programme, qui va détecter cette fonctionnalité-là, puis il va se connecter à mon Wi-Fi à moi que je share à tous les abonnés qui ont cette forfait-là. Et c'est Ah, mais généralement, c'est pas ça que j'ai chez TELUS, là. ben, c'est l'équivalent, Moi, mais différemment. mais c'est parce que j'ai pas. Toi, tu Mettons ne que partages je pas tes dois. données. Toi, non. Mais il y a des gens qui le font. Parce que sinon, tu n'aurais pas de Wi-Fi partout. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que si je suis sur un Wi-Fi, Mhm. j'ai pas TELUS Wi-Fi partout. Il faut que mon téléphone, physiquement, on s'entend, il faut que je sois dans un Wi-Fi où j'ai le mot de passe pour rentrer. OK, ben là, on ne parle pas de la même chose. Tu parles de ce qu'on appelle les appels Wi-Fi. Ben, De passer des oui, téléphones Wi-Fi. OK, ben ça, tous les fournisseurs le c'est font. ça. On appelle les appels T'es sûr VO de ça? 100%. On appelle ça du VO Wi-Fi, du Voice over Wi-Fi. Puis ça, tous les fournisseurs, à partir du moment, c'est une option qu'il faut que tu rajoutes, là, que elle est par défaut pour la plupart des fournisseurs. Mais si tu as un plus vieux téléphone, il faut parfois que tu appelles pour dire ben, j'ai besoin que tu ajoutes cette option. Elle est gratuite la plupart du temps. Et cette option-là active ce qu'on appelle le Voice over Wi-Fi. Et quand tu as le Voice over Wi-Fi, ben, effectivement, si tu t'en vas, je te donne un exemple à Chibougamau, puis qu'il n'y a aucune tour cellulaire autour de toi, mais que tu es chez quelqu'un qui a du Wi-Fi, ben, tu vas pouvoir faire des appels comme si Ben, tu étais. OK, c'est exactement ça. C'est du Mais VO je savais Wi-Fi. pas. Ouais. Ben, c'est du VoIP là, dans le bon vieux langage. Là. Ouais. Mais, OK, fait que quand je mettons sélection du réseau, moi, il est automatiquement sur TELUS, mais il fait le switch directement sur TELUS Wi-Fi Ouais. On pour appelle le ça réseau du cellulaire. VO Wi-Fi à grandeur du monde. Eux, ils OK, ont brandé ça en TELUS Wi-Fi. Là. Mais OK, je c'est comprends. exact. On ne parlait pas de la même affaire. OK, C'est très cool comme ça. Mais ben, pour revenir à la 6G, c'est ça. Puis oui. un des défis que la 6G va être capable de répondre, c'est les agentiques. Alors, il prévoit que rendu à cet état-là, dans 5 ans, 10 ans, les gens vont tous ou presque avoir des agents personnels IA. Et là, un agent personnel IA a besoin d'énormément de données dans les deux sens en permanence pour être capable de répondre à tes besoins, ce qui vient charger les réseaux. Et là, on va devoir trouver des multiples façons d'avoir des connectivités. Et là, il ne faut pas t'oublier qu'on va avoir des lampadaires connectés, des téléphones connectés, des poubelles de rue connectées, des boîtes postales connectées. Et tout ça va devenir hyper démocratique. Tout le monde va en avoir. Donc, il faut que le réseau soit développé autrement, avec des objets qui vont consommer moins. Puis, on pense
ça fait partie aussi du développement de la 5G. Vous ne le savez pas encore, mais on a un concept qu'on veut amener dans la 5G qu'on appelle les microcelles. Les microcelles, c'est des mini-tours cellulaires qu'on peut mettre dans un poteau de téléphone à côté de chez toi. C'est une petite boîte OK. métallique, un peu comme un routeur, mais qui va diffuser sur la bande de fréquence mobile de ton fournisseur. Et au lieu de passer par une tour cellulaire, ben, on met des microcelles un peu partout, ce qui fait qu'on Fait que vient. ça devient un réseau neuronal. Ouais, si tu veux. Ça OK. devient complètement débile. Et là, on a une belle redondance. Puis tout le monde se connecte. Ça devient fou. On pogne le cancer. Puis, À l'époque où je travaillais dans un laboratoire de recherche et développement en électronique, on avait fait un test sur justement des lampadaires au LED, mais qui se contrôlaient. Et à l'intérieur le du l'IFER. lampadaire, il y avait justement un neurone par poteau. Et on était capable non seulement de les gérer en banque ou en tout seul, mais on pouvait aussi passer par ce réseau-là, qui était complètement crypté, pour passer des informations confidentielles, ce qui Ouais. permettait, dans la ville où on a fait le test, d'avoir de l'Internet très haute vitesse dans un endroit où il n'y avait aucune connexion dans le fond d'un champ. Oui, le LIFER, Juste en par les ondes passant par le lumineuses, parce que réseau. le DEL, il clignote à une vitesse qu'on ne voit pas à l'œil nu et il Ah, peut mais non, c'était transmettre des pas ça. données. Mais c'était pas ça. C'est que dans le lampadaire comme tel, il y avait en dedans de lui un émetteur Wi-Fi, un émetteur-récepteur Wi-Fi qui créait réellement un réseau neuronal de gestion des poteaux, mais qui pouvait aussi, à l'intérieur de son infrastructure, Ah, wow. monter un réseau Wi-Fi crypté. Tu sais qu'Hydro-Québec a aussi étudié la question. Ben, c'est ce qu'ils font Hydro-Québec, avec les compteurs. en fait, non, les compteurs sont sur le 927 MHz, mais OK. à l'époque, là, un certain nombre d'années, Hydro-Québec avait pensé sérieusement à créer un réseau qui utiliserait les pylônes puis les tours de transmission pour passer l'Internet à partir des câbles électriques. Ben, Ils ont fait ça. des tests, ça fonctionnait généralement bien. Il y avait des problèmes à des endroits où on changeait de phase, parce que là, si tu changes Ouais. de phase, ton signal est plus correct. Fait que ça a été abandonné parce que c'était trop cher à développer. Et puis là, ben, il y avait déjà des fournisseurs qui développaient leur propre solution. Mais c'était quelque chose qui aurait pu voir le jour au Québec, d'avoir un réseau Ben, entièrement. quand on parle, Hmm, quand on parle de brancher les régions, parce qu'actuellement, on a encore des régions qui sont qui très servent mal des desservies fibres au niveau de d'Hydro-Québec. l'Internet, Ouais. ça serait peut-être le fun C'est déjà le qu'on cas. trouve. Tu sais, ben, ouais, mais pas. Tu sais, il y a des endroits où c'est encore pépique, là. Dans Oui, le mais coin il de y a des Victo, endroits dans le développement de ce projet-là, là, brancher nos villes. Il y a des endroits où il y avait juste Hydro-Québec, il y avait des fibres. Et là, Hydro-Québec, dans certains contrats, je vais te donner un exemple, il y avait 45 fibres qui rejoignaient Saint-Agapi de je sais pas quoi. Ben, ouais, Hydro-Québec dit, nous autres, on sert de 15 fibres, on en a besoin de 30 pour être sûr. On va vous louer 3 ou 4 ou 5 fibres, puis utilisez-les. Fait que cool. ça a été fait, là. OK. Mais en tout cas, Fait bref, qu'il y a un on début de devrait, on quelque devrait chose. observer ça. On devrait quand même regarder ça parce qu'il y a encore des régions. Écoute, dans le coin de Victo, là, c'est pas loin, là. Non, non, non. Encore des Puis régions qui avaient de la merde, là. Des petites il y a lorgnettes. plein de rangs où il n'y a pas d'Internet à haute vitesse de disponible, point barre. Oui, puis tu sais, les fournisseurs, Spectaculaire, là, là. tu sais, vous dites, ah ouais, mais les fournisseurs, ouais, mais tu sais, t'as un rang qui fait 28 km, t'as 12 personnes, là. C'est pas C'est ça. payant, là. Tu sais, il faut que tu déroules 28 km de fibre, puis t'as 12 abonnés. Tu rentres pas dans ton cash. T'as bien beau regarder ça C'est comme tu veux. exactement ça. Prochaine nouvelle, ça c'est passé pas très aperçu. Electronic Arts a été racheté pour 55 millions de dollars milliards de dollars 55 ouais, mais par un consortium de fonds d'investissement dans lequel les Kushner, en tout cas le gendre de Trump est dedans. Tam, tam, tam. ben, Donc, moi, je vais te dire, quand j'ai vu cette nouvelle-là et j'ai vu aussi qu'il y avait un fonds d'investissement saoudien, ouais. EA Sports, je l'ai eu beaucoup. J'en ai joué beaucoup, entre autres, à tout ce qui est NHL et compagnie. Et ça va être terminé. On n'aura plus. Ouais, puis tu sais, on sait que les Émirats arabes et tout ça, ils font une espèce de gros effort pour blanchir l'opinion publique les concernant, là, les faire paraître comme étant très à la page et très ouverts sur Exact. le sport mondial. Fait que c'est pas surprenant qu'on voit ça arriver. J'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir dans les estrades dans ces jeux-là. Mhm.
Prochaine nouvelle, Google va pouvoir consulter vos mots de passe et les modifier automatiquement, mais c'est possible de l'en empêcher. Alors, vous savez, ceux qui ont... Là, Fred n'aime pas ça. Et c'est l'internaute qui nous apprend ça. Vous savez, Google, quand vous avez des mots de passe qui sont compromis dans votre gestionnaire de mots de passe, il vous les affiche en Oui. rouge en disant vous avez X mots de passe qui sont compromis. Nous vous invitons à les changer. Et là, si tu cliques changer de mot de passe, il t'amène sur la page de login et c'est tout s'arrête là. Oui. Et là, Google, dans la prochaine version qui s'en vient, il va aller un peu plus loin dans son gestionnaire de mots de passe. Il va détecter les mots de passe qui sont compromis, non sécuritaires et ces choses-là. Et il va exiger que tu le changes. Et quand tu vas cliquer sur modifier, il va changer pour toi. Ce qui veut dire qu'il va avoir accès à ton mot de passe. Donc, il va le lire pour détecter qu'il n'est pas sécuritaire et blablabla. Et ce qui est déjà le cas en passant pour savoir qu'il est compromis. Et là, il va t'amener. Et la seule façon, Fred, pour empêcher cette possibilité-là, c'est là que ça va te faire rager, c'est ne connecte pas ton Google Chrome ni ton Edge à Google et tu n'auras pas ce problème. Hein? Ouais, tu ne pourras pas l'empêcher. C'est soit que tu es connecté dans l'univers Google puis tu fais face à ça, que si tu utilises Google et le gestionnaire de mot de passe de Google, tu ne peux pas l'empêcher. Donc, si tu Mais vas si sur un j'utilise site web, Google, mais pas le gestionnaire de mots de passe, je suis correct. c'est correct. Puis pour ceux qui ne savent pas, là, puis tu n'es peut-être pas au courant, Fred, mais Apple a une extension mot de passe, password Apple, que tu peux installer dans Chrome et Edge. Et probablement dans Mozilla aussi. Donc, tu peux, dans ton iPhone, d'ores et déjà utiliser l'excellente application de gestion de mots de passe qui est vraiment très bonne. Là. Elle permet même de gérer tes clés à 3 chiffres là, que tu peux importer Oui. dedans. Vraiment très bien fait. Tu peux, dans ton Chrome, installer l'extension à Apple, puis il va prendre en charge la sauvegarde de tous tes mots de passe, ces choses-là. C'est très sécuritaire. Et tu peux aussi, dans ton Chrome, avoir ce qu'on appelle le iCloud. Et tu peux installer dans ton Windows ce qu'on appelle iCloud for Windows. Et là, tu vas avoir une petite application qui va te permettre de synchroniser un dossier en particulier de ton Windows dans ton iCloud, mais aussi d'accéder à ton iCloud directement dans ton Windows, ce qui est très, très cool pour quelqu'un qui a une infrastructure Apple, mais qui n'a pas nécessairement un iPad ou un téléphone, ces choses-là. Fred fait comme ouais, là, Google, je vous aimais, mais là, vous me faites chier. Ben oui, puis je t'explique pourquoi. Quand tu es le moindrement songé et brillant, tu es capable de te monter des mots de passe qui sont infranchissables par un AI, à moins qu'elle tombe dans le quantique, puis que tu es capable d'y retenir. Là. Ah, moi, je l'ai depuis un an, je ne fabrique plus mes mots de passe. Apple Moi, m'en j'ai un mot. suggère un. Apple m'en suggère un, il le met. J'ai aucune idée c'est quoi. Mon gestionnaire de mots de passe a tout ce qu'il faut. Ben oui, mais moi, La j'ai des journée, il va t'arriver ce qui m'est arrivé cette semaine, tu vas avoir du fun. Ben, c'est pas impossible, Fred, mais il faut que tu saches que mon compte Apple est protégé avec une clé physique que je t'ai montrée il y a 2 jours. Là. Elle est Oui. tankée. Oui. Et j'ai ce qu'on appelle l'option supplémentaire de protection des comptes Apple qui protège en cas d'usurpation d'identité, de surveillance à distance, tout ça, et pour les comptes d'intérêt. Ce qui fait que pour voler mon compte Apple, c'est pas impossible, mais il faut ça de vite bonheur. OK. Faut que je suis vraiment padé. Je te dis pas que ça arriverait pas, là, mais. Prochaine nouvelle, qui est une nouvelle de dernière minute qui nous vient de Tom's Hardware. Imaginez-vous donc que dans les années autour de 90, quelqu'un vient de découvrir ça dans une boîte, un Pentium 4 qui était capable d'aller à 4 GHz. Évidemment que vous comprendrez que c'est un P4 hyper rare. Là. Ça n'a pas été commercialisé, ça ne s'est pas apparu dans les magasins. C'est probablement une puce qui a été développée en laboratoire pour des tests via Intel et qui n'a jamais été mise en marché. Et ce qu'il disait dans l'article, c'est que la personne qui avait ça avait probablement signé un NDA super restrictif, du genre, tu n'as pas le droit de parler de cette puce-là, tu n'as pas le droit de la montrer, tu sais, whatever. C'est une puce expérimentale de l'époque. Fait que, tu sais, juste pour vous mettre en contexte, il y a des puces actuellement live en 2025 sur des ordinateurs qui vont à peine à 4 GHz.
Oui, il y a des PC de gamers qui vont plus que ça, là. Mais Patricia, écoute, je viens de demander à Gemini, Uh-huh. c'est le Pentium 4 dont tu parles, Mhm. et on me dit qu'il y a eu un Pentium 4 qui allait à 4 GHz qui a été commercialisé entre 2000 et 2008, qui était sur l'architecture NetBurst. C'est pas impossible, mais à l'époque, les vitesses typiques des Pentium 4, c'était 1.3 à 3.8 Je dans vais les aller plus hauts, voir là. dans le tableau pour le fun. Potum, potum, potum. Ça, c'est quand on fait de la direct, c'est ça que ça donne. Puis on Oui, aime oui, ça. bon, on fait des recherches en direct. Les plus forts étaient 4 GHz. Ben, 3.8, 3.4 étaient les meilleurs de l'époque. Puis ça, c'est un Pentium 4 980. 980. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort là-dessus? Pentium 4. 980, découvert après 20 ans. Ça n'a jamais été commercialisé. C'était un Athlon X2 d'AMD. Non, il a été commercialisé et il a Euh, été commercialisé sous deux noms OK. de référence. Il y avait Emergency Edition, il y avait le Expensive Edition et le Extremely Expensive Edition. Ben, ça doit être celle-là parce que c'est marqué PXE dans l'écran. Voilà. Puis c'est ça. Fait qu'il y a eu. Ça a été commercialisé. Puis on pouvait monter jusqu'à 4 GHz. C'est très, très fou. Alors, il y a encore des choses qu'on découvre presque 25 ans plus tard, Fred. As-tu vu, le Prescott en 2004, son clock était à 3.8. Quand même. Ouais, Puis ça a été. Il y en a eu beaucoup, là. ouais, c'est complètement fou. Puis, tu sais, aujourd'hui, on est à quoi? 6 dans les plus hauts, dans les plus Oh forts oui, de la mais c'est parce mémoire? qu'on est à 6, mais on est rendu dans. Écoute, Oui. ce qui est dans un Pentium, c'est gros de même comparé à ce qu'on fait aujourd'hui, là. Oh non, on s'entend. On s'entend. Alors, t'as dit un mot de la fin, Fred? Un mot de la fin. Ouais, on Yes, est sir. rendu là. Préparez-vous. La semaine prochaine, on va être encore là. Préparez-vous la semaine prochaine. Et ceux qui ne savent pas, comme je l'ai dit, je m'en vais à Toronto, je pars demain. Fait que je vais travailler sur la prochaine émission le soir à ma chambre d'hôtel. Je vais préparer le tout. Et évidemment que ça ne sera pas vendredi prochain parce que je vais être en train de revenir de Toronto. Fait que ça va être quelque part comme samedi prochain. On devrait être tout à fait disponible pour l'émission. Alors, manquez pas ça. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'émission qui arrive à la dernière minute, sachez que je la divise en petits morceaux après ça, puis je la mets sur notre chaîne YouTube. Alors, il est disponible chronique par chronique en entier. On va la mettre en entier aussi sur notre chaîne YouTube. Puis, hey, abonnez-vous à la page Geekzone Québec. Elle est disponible sur mon profil et sur le profil de Patricia. Allez aimer la page de Geekzone Québec et abonnez-vous, par pitié, Yes. abonnez-vous à la page YouTube, la page YouTube de Geekzone Québec, parce qu'on est en train de préparer des belles choses pour les gens qui nous suivent et ça va être très intéressant dans les prochains mois. Sur ce, Fred, on se lâche avec la musique geek. On écoute Flying Tranquillité. Bye tout le monde. Wouh!